Good Morning Business, le grand débat. Alors, est-ce que ce sera le procès du siècle, le procès de l'Amérique contre Apple? Le procureur général américain, en tout cas, hier, a accusé Apple de pratiques anticoncurrentielles. On va tout de suite aller d'abord, avant de vous donner la parole, à Washington, retrouver Antoine Lard qui nous refait la saga des grands procès antitrust de l'Amérique. Oui, l'histoire de l'économie américaine a été ponctuée par des grands procès antitrust. Au début du siècle dernier, c'est l'empire pétrolier de Rockefeller qui avait été démantelé. Dans les années 80, ça a été au tour de AT&T, l'opérateur de téléphone. Mais depuis, il faut bien reconnaître que les grandes procédures contre les monopoles n'ont pas donné grand-chose. Microsoft a échappé au démantèlement. Condamné en première instance, le groupe a finalement réussi à sauver les meubles en appel. Il a conclu un accord avec le gouvernement. Aujourd'hui, c'est Big Tech qui est dans le viseur de l'administration américaine. Tous les géants du web sont poursuivis, accusés de monopole illégal ou de position dominante. Google notamment a été jugé l'an dernier alors que son moteur de recherche écrase toute la concurrence. Le verdict doit tomber cette année. Meta, pour sa part, sera jugé à l'automne. Sur le papier, les GAFAM risquent gros. Ils pourraient être contraints de céder une partie de leurs activités. On verra si ces procès permettent vraiment de changer la donne. Les actions en justice, en tout cas, c'est pour le moment le seul moyen d'essayer de durcir les règles, alors que le Congrès tarde à passer des lois qui permettraient de mieux encadrer les géants de la tech. Alors Marc, pendant le sujet, vous vous dites « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait peur ?» Je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une enquête de la justice ou une menace de la justice américaine, vous tombez tous dans le panneau, à chaque fois dire « Ah là là, ça va être le grand démantèlement » et puis alors on nous refait à chaque fois alors les pétroliers, et puis il y a 200 ans, et puis Jean-Marc va nous citer Louis XIII. Jean-Marc va parler latin, et voilà. Il va nous citer Louis XIII, et puis... et je me dis, mais c'est dingue quoi, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous refaites le film, et à chaque fois vous avez l'impression que ça va être le grand soir. Alors non, mais il faut comprendre qu'on est dans un pays qui n'est pas un pays dogmatique, qui est un pays pragmatique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on est pragmatique et on a surtout une dimension stratégique. C'est pour ça que je disais que le dossier est passionnant, parce que d'abord, il y a une dimension géopolitique. Il n'y aura jamais de démantèlement des leaders de la tech américains parce que ça favoriserait l'émergence des leaders de la tech chinois. Premier élément. Deuxième élément, il y a un élément économique. Le modèle économique de l'économie d'aujourd'hui, c'est les monopoles. C'est-à-dire que compte tenu de ce qui est en train de se passer sur l'intelligence artificielle, sur les moyens phénoménaux qu'il faut pour développer l'intelligence artificielle, vous avez bien compris, quand on l'a vu avec les 7 magnifiques, avec la bourse, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, c'est winner takes all. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers des entreprises qui vont être des monopoles. C'est le modèle économique dans lequel on est. Et de l'autre côté, le modèle politique américain, contrairement à ce que veut dire Jean-Marc Daniel qui a faux, tout faux sur le sujet, avant même d'avoir parlé par principe, le modèle politique américain, c'est le pragmatisme, c'est-à-dire on taxe et on ne démantèle pas. Ouais, mais il y a l'autorité judiciaire, les lois antitrust. Parce que vous croyez que la justice est indépendante. Oui, cette vision des États-Unis est une vision caricaturale, à mon avis, et totalement... Les États-Unis sont caricaturaux. Oui, ça j'entends bien, et effectivement, et donc je ne partage pas tout ce que font les États-Unis. Je dénonce ici assez régulièrement leur politique budgétaire et leur déficit budgétaire et leur déficit extérieur. Mais en matière de concurrence, d'abord je maintiens que la concurrence est associée assez systématiquement à l'idéologie du Parti démocrate, même si c'était un républicain, Roosevelt, qui a démantelé systématiquement Standard Oil. Et je rappelle quand même la formule de... Le premier Roosevelt. Le premier Roosevelt, hein, pas Franklin Delano, mais Théodore. Et donc la formule de Théodore qui reçoit Rockefeller, et Rockefeller lui dit, un peu comme dirait Marc, l'intérêt de l'Amérique, je produis, il y a une concurrence anglaise qui est monstrueuse et tout ça. Et Roosevelt lui répond, moi je suis là pour défendre les Américains. Et les Américains, ils paient trop cher. Et Marc, les investisseurs. Et donc le consommateur. Et donc je rebondis sur ce qu'a dit récemment le ministre de la Justice, donc à l'occasion de ce procès contre Apple. Il a dit, les consommateurs ne doivent pas avoir à payer des prix plus élevés parce que des sociétés enfreignent la législation sur la concurrence. Il dit la même chose, quoi. Et donc, il défend, comme Roosevelt, le consommateur. Je mettrai ça en parallèle avec deux choses. La première chose, c'est la déclaration de notre ministre Bruno Le Maire à Berlin en fin de semaine dernière. On ne cite pas Bruno Le Maire. Il a dit, il faut rompre avec le modèle européen de libre-échange absolu, d'ouverture aux autres marchés, de consommation de masse opposée
à la production de masse. Nous n'avons rien compris. Ce qu'il faut défendre, c'est effectivement l'ouverture des marchés, la concurrence, le consommateur, parce que c'est ça le sens de l'économie. Et la deuxième remarque, c'est sur le processus de production. Non, Juste vous sur qui je laissez réponds parler. au processus de production sur le monopole. Effectivement, quand il y a des rendements croissants, la tendance naturelle de l'économie est des monopoles financés par des abonnements. Et donc, les GAFAM, tout ça, mettent en place des systèmes d'abonnement. Mais Apple, en l'occurrence, n'est pas sur un secteur à rendement croissant. Il est directement... C'est une entreprise industrielle. Il est directement concerné par un secteur à rendement décroissant où la concurrence doit jouer à plein. Alors moi j'ai deux remarques sur ce qu'a dit Jean-Marc. C'est que d'abord on n'est plus au Moyen-Âge et donc les États-Unis d'aujourd'hui ne sont pas les États-Unis. Ils n'existaient pas au Ils Moyen-Âge. n'étaient pas au Moyen-Âge. Roosevelt, c'était pas le Moyen-Âge. Les États-Unis, c'est quasiment ça. Les États-Unis ne sont plus les États-Unis de Roosevelt. Et donc cette vision qui consistait... Aujourd'hui aux États-Unis, tout n'est qu'économie. C'est-à-dire que si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris le modèle. Aujourd'hui, quand on défend les consommateurs, on défend l'entreprise américaine, on défend l'économie américaine. Tout n'est qu'argent, tout n'est que... Donc le démantèlement pour des raisons qui seraient des raisons dogmatiques de défense des consommateurs pour favoriser Ah non, c'est de l'argent, ça aussi. C'est absurde. Mais C'est-à-dire que c'est une idée complètement fausse. Surtout que... Attendez, je voudrais juste finir là-dessus. Surtout qu'aujourd'hui, les modèles qui fonctionnent, malheureusement, ce sont des modèles, contrairement, je vais faire de la peine à Jean-Marc Daniel, ce sont des modèles fermés. C'est-à-dire que Apple, son écosystème est fermé. Et si son écosystème est fermé, c'est grâce à ça que ça lui permet de gagner autant d'argent. Et si ça gagne autant d'argent, ça paye des impôts, ça crée des emplois, ça crée de la domination américaine. Donc ça, c'est très important. Et je voudrais juste une deuxième remarque pour ce que dit Jean-Marc Daniel sur les remarques concernant le libre-échange. Il ne faut pas confondre libre-échange et naïveté. C'est-à-dire qu'on peut être pour le libre-échange, sauf que l'Europe n'était pas pour le libre-échange, puisque la Chine ne pratique pas le libre-échange et qu'on lui a ouvert nos frontières. L'Europe était dans la naïveté, il faut sortir de la naïveté. Mais est-ce que Jean-Marc, est-ce qu'on n'a quand même pas l'impression que effectivement, évidemment, vous n'êtes pas sur la même temporalité, que les Américains laissent faire au maximum l'innovation, les grandes entreprises, c'est ce qu'a dit Biden. des quasi-monopoles il a dit, se faites ce que constituer. vous voulez, je vous taxerai. Mais à un moment donné, si c'est too much, on coupe et on démantèle. Oui, tout à fait. Dans Standard Oil, ils avaient commencé, effectivement, l'État américain ne s'est pas mêlé d'emblée de la prospection pétrolière. De même sur Atiti, l'État américain n'a pas créé, alors que en France, par exemple, on avait créé un corps des télécommunications avec à sa tête des fonctionnaires, etc. C'était les PTT. Aux États-Unis, Atiti, c'était une entreprise privée. On avait développé l'activité de télécommunications de façon privée. Et puis il arrive un moment où effectivement on met en avant le fait que l'intérêt ultime de l'économie, ce n'est pas, contrairement à ce que dit Marc, les impôts, les emplois. L'intérêt ultime, c'est le pouvoir d'achat du consommateur. Et à partir de ce moment-là, le discours du ministre de la Justice est clair. Apple se met en avant le fait qu'ils défendent de la technologie, qu'ils défendent le progrès, qu'ils permettent de lutter contre... C'est un champion. C'est un champion. On est en guerre économique. Oui, c'est ça. Les États-Unis sont en guerre économique. Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils vont prendre leur première division et qu'ils vont la flinguer pour laisser passer? Donc ils vont juste Chine. les taxer, c'est ça que vous évidemment, dites. mais c'est ça le pragmatisme américain, c'est de dire en fait laissons-les. De toute façon, c'est contrairement à ce que dit Une grosse Jean-Marc, amende. c'est inéluctable. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers plus de concurrence, on va vers moins de concurrence parce qu'il faut des moyens gigantesques pour développer aujourd'hui ce qu'on veut développer. Ben, vous le voyez. Non, mais c'est vrai. Mais quand vous voyez Google, regardez vous avez Apple. bien compris. Non, mais ça me fait marrer parce que tout le monde se dit oh là là, on a des monopoles. Non, mais regardez Apple. Google, regardez Amazon, regardez Apple. Ce sont des monopoles. Oui, mais est-ce que Apple, en raison justement de sa situation potentiellement monopolistique, n'est pas en train de perdre justement la bataille de l'innovation? Apple n'est pas champion de l'IA. Les téléphones d'Apple ne sont pas forcément les meilleurs du monde. Mais ne les condamnez pas, attendez. Non, je ne connais pas. Mais... Non, mais attendez. On se parlera dans 1 an ou 2 ans. Je ne parle pas de valorisation boursière. Hein. On se parlera dans 1 an ou 2 ans. On va voir ce qu'ils vont faire quand ils vont intégrer l'IA. Ils vont peut-être pas la développer eux-mêmes. Ils vont l'intégrer. Ils vont faire un partenariat. On a quand même parlé de partenariat important avec Google. Ouais. Bon, quand ils vont l'intégrer, c'est fini. Il faut dire à Jean-Marc Daniel. Non, mais je peux pas lui dire parce qu'il est dans un autre siècle. Donc on n'est pas dans le même espace-temps. Donc dites-lui que dans le monde actuel, il n'y aura plus
plus de concurrence. Jean-Marc, un dernier droit de réponse et après on passe aux finances publiques. Un dernier droit de réponse. Marc Fiorentino est totalement dans le XVIIe siècle, c'est-à-dire le mercantilisme, le monopole, voilà, la routine, la rente d'innovation et tout ça. Au XXIe siècle, on a compris que la concurrence, c'était le moyen de mettre l'épée dans les reins des entreprises pour qu'elles innovent, pour qu'elles avancent et qu'elles donnent satisfaction aux consommateurs. Bon, allez, parlons d'un sujet qui est... Oui, allons au XXIe siècle pour parler de nos finances publiques bien ancrées dans les déficits. On attendait 4,9% pour 2023 sur le déficit public. On va se rapprocher très fortement des 5,6%. On aura le chiffre officiel mardi, publié par l'INSEE. Il y a eu une réunion de crise à l'Elysée jeudi soir. Marc Fiorentino. Je suis super énervé. Non, mais vraiment super énervé. D'abord, je trouve incroyable qu'on soit en train de dire « on pensait que c'était 4,9 et ça va peut-être être, on craint », alors les titres, c'était « Le gouvernement craint que le déficit soit de 5,6%. » C'est-à-dire qu'on pilote à vue. En gros, on ne connaît pas le chiffre, on doit attendre que quelqu'un finisse de taper sur sa machine pour savoir si c'est 5,6 ou 5,5. Donc incompétence, premier degré d'incompétence totale. Deuxième degré d'incompétence, je ne sais pas, ça fait des mois, et notamment on en a parlé ici, les aides, les boucliers tarifaires, on savait qu'on était en train d'exploser tous les compteurs. Comment on peut être surpris qu'on ait un déficit qui soit aussi catastrophique? Et d'autre part, je vais vous dire une chose, moi je trouve ça honteux. C'est-à-dire que je trouve que ce qu'on fait actuellement est honteux vis-à-vis de l'Europe, honteux vis-à-vis de l'Allemagne, honteux vis-à-vis des Grecs, des Portugais, des Espagnols qui se sont sacrifiés. Et moi, ce que je ne comprends pas, moi ce que je ne comprends pas, mais vraiment de façon très naïve, un peu comme vous, quoi, je ne comprends pas. Balle perdue. J'aime bien ça. Oui. Je ne comprends pas comment on n'est pas sanctionné. Voilà, c'est ça en fait le grand mystère. C'est quoi on va faire la semaine prochaine, Marc face à Thibaut Prévet, parce qu'il dit exactement le contraire de vous. Il dit tous ces naïfs qui nous disent ça à chaque fois. Ouais. Mais arrête, il dit on peut émettre autant de dettes qu'on veut, ça n'a aucune importance. Ah bon? Non mais Jean-Marc, vous êtes quand même un peu d'accord que de toute façon, tant qu'on nous finance, tant qu'on peut faire des obligations... Mais on ne nous finance plus, ça y est. Mais non, parce que la Banque Centrale Européenne, à un moment donné, si ça ne va pas, elle pourra toujours dire je rachète des titres. Non, je crois que la fête est finie, moi. Je pense que la fête ne sera jamais finie. On ne peut pas se permettre, effectivement, au niveau de la Banque Centrale Européenne, on n'a pas été capable de sortir la Grèce de l'Union Européenne, donc on ne sortira pas. On aurait dû le faire. Je pense qu'on aurait dû poser la question et je pense que habilement Tsipras a évité qu'on aille jusque-là. Heureusement que Tsipras était là. Non, mais à partir de ce moment-là, effectivement, on peut considérer que la Banque Centrale Européenne n'osera jamais éviter d'acheter il y a 10 ans, ça, je crois. Mais je pense qu'effectivement, nos partenaires européens sont de plus en plus agacés. Donc notre position diplomatique est en train de s'éroder sur le plan de... Et il n'y a pas que les finances publiques en Europe. Il y a un certain nombre d'autres choses dans lesquelles nous sommes impliqués et à laquelle nous tenons. Et je pense qu'effectivement, ce temps qu'on nous laisse, il faut le mettre à profit pour réduire ce déficit, parce que c'est pas uniquement une affaire de partenaires européens, c'est aussi le fait que 75 milliards d'euros partiront en 2027 d'après les projections de Bercy en intérêt. 75 milliards, ça va faire la charge de la dette va devenir le premier budget. C'est-à-dire qu'on va faire payer aux générations futures, utiliser les impôts des générations futures, non pas pour moderniser le pays, non pas pour leur permettre de vivre correctement, mais pour redistribuer. Et la dette publique, c'est ce que j'appelle un Robin Hood in reverse. C'est-à-dire on prend l'impôt de tout le monde, y compris les pauvres, pour le donner aux riches qui ont souscrit des obligations de l'État. On est en train d'organiser, et moi le mot je trouve qu'il n'est pas trop fort, on est en train d'organiser le déclassement de la France. C'est-à-dire qu'il a commencé, il est en train de s'accélérer. Moi je ne crois pas du tout comme Jean-Marc la Banque Centrale va nous donner un chéquier ouvert pour continuer à faire n'importe quoi. Et je pense qu'on a une économie qui ne sait fonctionner qu'à crédit et à coup de déficit. Si vous arrêtez le déficit, vous l'avez vu, dès qu'on commence à arrêter un peu le quoi qu'il en coûte, vous avez vu la croissance. Alors vous savez, les conseilleurs que vous êtes ne sont pas les payeurs, donc on va essayer d'avancer. Si, on est payeurs parce qu'on est payeurs d'impôts. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas d'accord. Nous sommes les payeurs. En tout cas, on n'est pas du tout conseillers, on est les premiers payeurs de toute cette incompétence. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors pour éviter ça? Pour quel type de dépenses on doit supprimer? Quels impôts on doit augmenter? Attendez, mais c'est très simple. Vous prenez le programme qu'on a imposé à l'Espagne, au Portugal et à la Grèce. On n'a pas de choix. Salaire minimum, des pensions de retraite, de tout. C'est violent. Enfin, c'est une vraie cure d'austérité. Mais c'est pour ça que quand vous écoutez Bruno Le Maire qui dit le mot austérité, il faut surtout pas le prononcer. Mais je comprends même pas ce qu'il veut dire. Pourquoi on ne doit pas le prononcer?
Qui a dit qu'on ne devait pas prononcer? Alors peut-être avant des élections, mais qui a dit qu'on ne devait pas prononcer? Et il y a une autre chose sur laquelle je pense que Jean-Marc sera d'accord avec moi. Je trouve qu'il faut arrêter de sortir de ce chiffre qui est 5,6 ou 4%, 3%, qui ne donne pas l'ampleur du désastre. En fait, ce qu'il faut, c'est comparer le budget des dépenses avec les recettes. On dépense 2 fois plus qu'on ne gagne. Là, on raisonne en fonction. Alors, quand on se dit 5% du PIB, 5%, c'est pas grand-chose. Mais quand vous vous dites que vous dépensez 2 fois plus que vous gagnez, vous imaginez le chemin qui reste à parcourir. Bon, voilà, Les 5% ne sont pas homogènes aux 2 fois plus. Dans les 5%, il y a aussi les collectivités locales et la sécurité sociale. Ce qui est intéressant en France, c'est qu'on concentre la dette sur l'État. Et donc la question que l'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que l'État ne regarde pas davantage ce que font les collectivités locales, ne regarde pas davantage comment fonctionne la sécurité sociale qu'il finance. On a posé la question à Nous Bruno sommes Le Maire. les payeurs, nous. Oui. Bruno Le Maire dit les on va conseillers. s'attaquer à la Sécu, notamment, vous savez, les taxis, les affections de longue durée, mais le plus visible et le plus facile, c'est l'État. Donc on commence par l'État, mais ce n'est qu'un commencement, c'est qu'un premier acte. Absolument. On finit là-dessus? Je n'ai pas bien compris. Mais... Vous n'avez pas compris ce que dit Il dit que d'abord Bruno Le Maire. le coup de rabot à l'État et après on s'attaque aux collectivités locales. Ouais, mais il pense qu'avec la ces Sécu. 10 milliards de coups de rabot à Non, l'État, on va... non. Vous pourrez en reparler ce soir dans C'est votre argent, c'est à 20h. Oui, absolument. J'ai un vrai économiste ce soir, j'ai Emmanuel Le Chypre. D'accord. Et vous avez Jean-Marc régulièrement avec vous? Oui, exactement. Mais il a dit il y a un vrai économiste et il y a... Il y a beaucoup de rendez-vous évidemment sur BFM Business, il y a C'est votre argent, il y a Iconic Business. On sera aussi lundi pour la journée de l'industrie en direct de Global Industrie à Villepinte. On fera cette ça va être super. matinale en stéréo. Et puis évidemment le rendez-vous aussi du SIDAction, Laure. Hein. Le rendez-vous du SIDAction, puisque BFM Business est partenaire du SIDAction. 30 ans de combat contre le sida. Vous pouvez faire un don par téléphone au 110, par SMS au 92 110 en envoyant l'homodon. Ça fera un don automatique de 5 € ou en ligne sur le site sidaction.org. On compte sur vous. On a du temps, on a une minute. Si vous On peut refaire le teasing de l'émission? Non, Alors pas ce le soir, teasing. c'est Vous pouvez votre dire un argent. dernier mot si vous voulez. Non, ce soir, c'est votre argent. On va se demander si c'est un boule ou une bulle. Sur le marché, c'est pas mal. Ouais, boule au bulle, oui. On va se poser la question de la honte et de la fin de l'État-providence. Ouais. C'est-à-dire, je pense que c'est la fin de l'État-providence en France. Donc vous pensez Et comme il Bruno est Le temps. Maire finalement? Non, je pense comme Bruno Le Maire, écrivain, qui critique Bruno Le Maire, ministre. Parce que le gars Pas le est même. totalement schizophrène. On a 2 Bruno Le Maire, vous saviez pas, on n'en a pas qu'un. Si, si. C'est mieux d'en avoir deux, non? Toujours. Bon. Merci beaucoup à tous les deux.